Bien, donc bonjour à toutes et tous et merci de nous retrouver pour ce 42e webinaire organisé par le réseau Rappel. Webinaire qu'on va consacrer aujourd'hui à un sujet qui est assez peu traité quand on aborde les questions de précarité énergétique, parce que les personnes concernées sont assez invisibles et parce qu'il y a assez peu d'actions menées sur le sujet pour le moment en France. C'est le phénomène de la précarité énergétique chez les étudiants, avec une présentation aujourd'hui qui va nous être faite par deux personnes qui travaillent pour la chaire HOP, qui est une chaire d'excellence industrielle. Aude Mingam, qui est chargée de mission pour la chaire HOP, et Béatrice Lemoin, qui va réaliser le gros de l'intervention aujourd'hui, qui est chef de projet spécialement sur cette dynamique étudiante. Et donc l'objet de la présentation du jour, c'est de vous présenter la chaire HOP dans un premier temps, ce que c'est, ce qu'elle fait, sur quoi elle travaille, et puis plus précisément ce gros travail qui a été mis en place autour de la dynamique étudiante, avec à la fois des projets qui concernent les étudiants, et puis des projets qui ont permis d'impliquer des étudiants dans une démarche et des réflexions autour de la précarité énergétique. Et donc Aude et Béatrice vont nous raconter ça, et puis aussi ce qu'elles ont le sentiment que ça permet d'apporter au sujet et aux actions de lutte contre la précarité énergétique au niveau local. Voilà, donc on vous invite à poser vos questions comme elles vous viennent dans l'onglet questions et réponses, et on se retrouve tout à l'heure pour relayer vos questions aux intervenants. Je passe donc la parole à Béatrice dans un premier temps pour qu'elle puisse dérouler sa présentation et se présenter peut-être plus précisément. À tout à l'heure. Merci Marie, merci Claire pour cette superbe introduction. Tu as tout dit déjà sur le programme. Et donc, je suis ravie d'être là pour vous exposer le travail que l'on fait depuis à peu près 1 an et demi sur ce sujet avec les étudiants, avec Aude qui interviendra à la fin et dans la partie questions-réponses. Donc, tout d'abord, je vais commencer une présentation rapide de la chaire HOP, de notre programme dynamique étudiant, et on fera un gros focus sur les travaux étudiants que l'on a menés avec des étudiants sur le sujet de la précarité énergétique cette année. Et puis, on finira par le retour d'expérience, comme vous l'a dit Marie. Alors, la chaire HOP, qu'est-ce que c'est? La chaire HOP, c'est une chaire de la Fondation Grenoble INP, et notre ambition, c'est vraiment de mobiliser les acteurs économiques et politiques, et je dirais autrement, puisqu'ils sont déjà mobilisés, pour innover au service de la lutte contre la précarité énergétique. Alors, concrètement, qui sommes-nous? Alors, je vous ai fait un petit dessin, parce que je me suis mis au dessin pendant le confinement, et je me dis que pour vous présenter la chaire en une slide, donc on traite ce sujet, la réalité méconnue de la précarité énergétique, que vous connaissez bien, mais qui est globalement un sujet méconnu par le reste de la population. Nous sommes une équipe de 4 avec Régis Largillier qui est le titulaire de la chaire, Aude, chargée de mission à la Fondation, juste spécialement sur la chaire HOP, moi-même qui suis détachée de Schneider Electric pour 2 ans sur le sujet, et on a toujours avec nous un étudiant. On avait Agathe jusqu'à la semaine dernière, et puis on aura Nathan qui viendra épauler l'équipe. Comme ça, on a plusieurs générations. À la chaire HOP, donc, on a des partenaires importants. Donc, le ministère de la Transition écologique nous soutient. On a les députés de l'Isère qui nous soutiennent. On a surtout 13 mécènes qui viennent du monde de la recherche, du monde industriel et des collectivités. Et puis, 20 experts nationaux qui sont dans notre conseil stratégique, qui veillent à ce que ce que l'on fait apporte de la valeur ajoutée, ne soit pas fait ailleurs. Voilà. Et nos actions sont de 2 types. Alors, je vais parler des actions de recherche qui sont plus typiques d'une chaire, ce qu'on appelait approfondir la connaissance. Et nos travaux et les études que l'on mène portent essentiellement sur la santé dans le logement et le sujet de la mobilité et de la vulnérabilité mobilité associée à la précarité énergétique. C'est pas ça que je vais approfondir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de la 2e axe de la chaire HOP, qui est de porter la connaissance en fait de ce sujet, cette réalité méconnue, pour qu'il y ait plus de gens qui réfléchissent à des solutions. Et notamment, on porte le sujet auprès des étudiants, et là, ça va être mon propos aujourd'hui, mais aussi auprès des collectivités et des acteurs économiques et technologiques qu'on voudrait aussi plus impliquer dans cette mobilisation. Donc, voilà pour la chaire HOP. Et là, je vais tout de suite aller sur qu'est-ce qu'on fait avec les étudiants. Avec les étudiants, on a 2 types d'actions. Et déjà, pourquoi est-ce qu'on mobilise les étudiants? Pourquoi on a fait ça? Parce que si je reprends l'ambition de la chaire HOP que je vous ai dite au départ, on a juste rajouté un mot qui est futurs acteurs. Et on s'est dit que ces futurs acteurs, pour construire le monde de demain, eh bien, pourquoi on ne les impliquerait pas dans ce sujet-là?
Et donc, le premier axe, c'est de sensibiliser un maximum d'étudiants. Et notre ambition, c'est vraiment de sensibiliser tous les étudiants de France aux enjeux et aux challenges liés à la précarité énergétique et plus généralement aux enjeux énergétiques qui sont visibles à travers des effets comme celui de la précarité énergétique. Et cette sensibilisation, on l'a fait avec les enseignants et très concrètement, c'est en fait en allant voir les enseignants et en allant voir comment dans leurs cours, on peut ajouter un volet sensibilisation à la précarité énergétique la plupart du temps sur des projets tutorés concrets parce qu'on veut qu'ils abordent le sujet par du concret et non pas de la théorie. Donc, ça peut être des défis créatifs. Il y a eu des cours aussi, un cours de Sciences Po excellent à Lyon cette année. Ça peut être des sujets de thèse, des sujets de mémoire, ou des ateliers que nous-mêmes allons créer, comme on a fait à l'ENTPE cette année. Donc ça, l'objectif, c'est vraiment la sensibilisation des étudiants. Et on s'est rendu compte, en fait, en démarrant cette sensibilisation à la rentrée 2019, que le sujet interpellait les étudiants et que certains d'entre eux avaient envie d'agir tout de suite. Et là, on s'est dit, on ne peut pas ne pas répondre à un appel d'étudiants qui dit « moi, je veux faire quelque chose ». J'ai compris que c'était important et je veux faire quelque chose. Et c'est là qu'on s'est mis à accompagner quelques projets étudiants et on s'est dit comment on va faire. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va contacter les associations d'étudiantes locales qui sont là pour aider les étudiants à monter des projets, tout simplement. Et puis, on a créé, nous, un réseau national d'étudiants on a regroupé tous ces étudiants qui ont envie de faire quelque chose. On les a regroupés déjà dans un Facebook et puis on les a regroupés autour d'événements nationaux. Et voilà, et cette dynamique a pris et ce réseau fonctionne. Et je vous en dirai deux mots. Donc voilà, nos deux grandes actions, sensibilisation maximum d'étudiants sur un maximum de campus et puis accompagner les projets qui émanent des étudiants. Alors, concrètement, là, je vous ai présenté l'année universitaire 2020-2021, où est-ce qu'on agit. Donc, on travaille avec des enseignants. Donc, nous, on part de Grenoble. On a insisté un petit peu sur Grenoble, notamment à cette rentrée, mais pas que. Grâce à notre réseau de chercheurs, on a un réseau d'enseignants aussi. Et donc, on a pu, sur ce volet pédagogique, travailler avec des enseignants sur Paris, sur Saint-Étienne, Lyon, Marseille, Valence. Et donc, petit à petit, en fait, de fil en aiguille, notre réseau s'agrandit. On a commencé à la rentrée 2019 avec 3 enseignants de Grenoble sur la fac d'éco, une école d'ingénieurs, l'ENSECUB et l'Institut d'urbanisme. Et voilà, aujourd'hui, on est à plus d'une dizaine de programmes, une vingtaine de projets étudiants en fait dans toutes ces écoles. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer la géographie de l'action sur le volet académique et on reviendra sur nos 2 études académiques sur la précarité énergétique étudiante cette année. Je voulais vous illustrer aussi les projets qui sont animés par les étudiants et les projets bénévoles qui font leur chemin. Donc, il y a un projet qui s'appelle le Conformètre, qui a été issu d'un défi créatif d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSECUB en octobre 2019. Et on soutient ce projet depuis plus d'1 an et qui est maintenant testé sur Grenoble, qui est testé sur la métropole de Lille, qui est testé auprès d'un collectif d'habitants à Roubaix. Donc voilà, ce projet fait son chemin sur le terrain. Un autre projet qui est un livre pour créer du dialogue au sein de la famille sur le confort énergétique. C'est l'histoire d'une maison malade qui va guérir à la fin. Et dans cette maison malade, il y a des enfants malades. Il y a un enfant qui attrape un rhume et une sorte de grippe. Et puis, voilà, une histoire d'amitié d'enfants qui va faire que les parents vont en parler entre eux et que les parents vont après en parler en dehors de leur famille pour réaliser des travaux. Donc, ce livre va sortir ce mois-ci. L'imprimeur est trouvé, les fonds sont trouvés et voilà, il sera à disposition des collectivités qui souhaitent le diffuser ou des organismes. Un troisième projet qui a été testé cette année, c'est l'interview des personnes sorties de la précarité énergétique par des étudiants. En fait, l'idée vient du fait que les étudiants viennent à nous en disant « on veut faire quelque chose et on voudrait comprendre ». Et c'est peut-être toujours compliqué de comprendre la précarité énergétique et d'aller voir les gens dans des situations difficiles comme ça, sans raison.
Et l'idée est venue plutôt d'aller voir des personnes qui ont fait de la rénovation énergétique ou qui sont sorties de la précarité énergétique. C'est une façon déjà plus agréable d'aborder le sujet par une belle histoire. Et puis, les personnes sont déjà enclines à raconter leur histoire. C'est une belle histoire. Il s'est passé des choses dans leur vie, il y a eu un changement. Et pour les étudiants, c'est une façon de comprendre le parcours et peut-être après d'avoir envie de travailler dans les phases amont. Et puis, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a initié avec Solia Isère-Savoie et le département de l'Isère à titre de test cette année et qui pourrait être tout à fait déployable dans plein d'organismes et de régions. Voilà, au niveau des étudiants, comme je vous ai dit, on a toujours un stagiaire à la chaire Aube qui anime le réseau étudiant. Donc, on a eu 3 filles et là, on a un garçon qui va arriver. Et tous les ans aussi, on organise cet événement national étudiant qui est entièrement organisé par les étudiants pour les étudiants et où la chaire Hope joue un rôle de facilitateur sur la méthodologie, mais c'est eux qui font tout de A à Z. Moi, je suis juste là pour faciliter et canaliser leurs belles idées. Voilà ce qu'on fait. Dernière chose dans les réalisations un peu concrètes, l'enthousiasme des étudiants et du réseau étudiant nous a donné l'idée de créer un réseau d'enseignants-chercheurs. Donc, c'est une initiative qu'on a appelée le Café Hope. C'est tous les jeudis à 12h45 pour les enseignants-chercheurs qui abordent le sujet de la précarité énergétique. Et une initiative qui marche bien, puisque du coup, c'est un rendez-vous qui est régulier, vient qui veut, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Et puis voilà, ça génère des discussions informelles et des idées de connexion. Ça, c'est le jeudi à 12h45. Et dernière chose, on a créé le wiki des projets étudiants. Donc, c'est un objet open source, un logiciel open source où chaque étudiant ou chaque enseignant qui mène un projet sur le thème de la précarité énergétique peut rentrer la fiche de son projet et ainsi le porter à connaissance pour que les prochains projets étudiants rebondissent sur les idées des autres et non pas recommencent à zéro. Il y a aussi dans ce wiki tout un volet vocabulaire pour facilement retrouver tous les acronymes de la précarité énergétique qui, pour les étudiants, sont un vrai frein au départ où ils ne comprennent pas facilement tout notre langage qui est acronymisé comme dans beaucoup de domaines. Voilà, ça c'était la présentation générale de la chaire et de son activité. Et là, je vais rentrer dans le détail de la précarité énergétique étudiante et les travaux qui ont été menés en 2020-2021. Alors, je voulais vous présenter d'abord les 2 études, et là j'y reviendrai, les 2 études que nous avons commanditées auprès d'étudiants de Grenoble. Donc, une première étude qui s'appelle Logement, précarité énergétique et santé des étudiants de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, 16 étudiants du master ingénierie du développement territorial et de la transition de l'Institut d'urbanisme de géographie alpine de Grenoble se sont attelés à ce sujet de septembre à février 2021. C'est un sujet que nous avons défini avec l'agence d'urbanisme de la région grenobloise qui fait un travail d'observation sur notamment le logement étudiant et qui était très intéressé d'approfondir le sujet sous le volet précarité énergétique. Et puis, ils ont été accompagnés par des enseignants. C'est des étudiants qui avaient 1 jour par semaine à dédier sur ce projet, plus 1 semaine complète. Donc, il y a eu un travail régulier sur tous ces mois. Donc, je vous présenterai des éléments de résultats tout à l'heure. Et puis, on a aussi, en parallèle, on a demandé à des étudiants de Sciences Po Grenoble d'observer le phénomène d'un point de vue plus qualitatif et plus national. Donc, eux ont interrogé des acteurs nationaux. Là, c'était 4 étudiants sur une période plus courte, avec moins de temps dédié, mais ils ont fait aussi beaucoup d'interviews. Je vous donnerai le détail et aussi des travaux qui se complètent, en fait, avec une vision nationale et une vision régionale. Je voulais citer aussi des travaux qui se font sur la précarité énergétique étudiante. Et je ne rentre pas dans le détail là, mais juste vous les citer. Donc, on travaille bien en partenariat avec l'Atelier 21, donc, qui est plutôt une université populaire, comme ils se définissent, qui ont un programme qui s'appelle Axe for Energy, qui est dédié à la précarité énergétique étudiante, avec des workshops dans les écoles de design principalement, par et pour les étudiants, où ils vont aborder le sujet de la condition étudiante et du logement étudiante sous l'angle précarité énergétique et plutôt
solution très court terme, système D, low-tech, pour avoir un peu plus de confort quand on est un étudiant en précarité énergétique. C'est un atelier qui est permanent. Vous pouvez contacter l'atelier 21 si vous voulez que ça se développe dans votre région. Et puis, je voulais vous citer une étude européenne qui vient de sortir. J'ai eu la chance d'assister à un webinaire en janvier dernier. C'était un projet européen sur la précarité énergétique étudiante et des travaux de recherche qui ont été menés dans 7 pays, Bulgarie, Lituanie, Grèce, Chypre, Royaume-Uni et Irlande. Et les travaux viennent juste d'être publiés. Et pour nous, ça va donner un excellent angle de comparaison par rapport à ce qu'on va trouver dans les éléments d'enquête qu'on a menés, nous, sur la France et notamment sur Grenoble. Donc voilà, je vais plus rapidement aller sur les 2 études que nous, on a confiées aux étudiants grenoblois. Donc l'idée, c'était pourquoi est-ce qu'on a confié des sujets comme ceci aux étudiants? Parce qu'on voulait inviter les étudiants à initier un travail d'observation, parce qu'on voulait un travail réflexif. Les étudiants, par les étudiants, ça nous semblait intéressant. Et c'était pour eux aussi, pour nous, une façon qu'ils entrent dans le sujet de la précarité énergétique par quelque chose qui peut les toucher, qui touche leurs collègues. Et peut-être ça pourrait leur donner envie de traiter le sujet de manière plus largement aussi. On avait envie de travailler un peu sur un cas extrême, parce que c'est un cas extrême des locataires du parc privé. Plus de 52%, en tout cas sur Grenoble, des étudiants sont dans les locataires du parc privé. Et ils vivent la même chose que les locataires du parc privé, et peut-être un petit peu plus poussés à l'extrême que d'autres, sur notamment le volet du non-recours. Eux, avoir recours à des aides, ils y pensent même pas. Donc, ils ne connaissent même pas leurs droits. Et ils sont vraiment à fond les pros du système D, en se disant qu'il faut qu'on trouve quelque chose tout de suite. Donc voilà, c'est un cas extrême du locataire du parc privé. Et on voulait 2 angles de vue d'étudiants, et puis ça s'est trouvé on trouvait que Sciences Po, c'était intéressant, que nos futurs acteurs politiques qui vont peut-être traiter ces sujets connaissent cet angle-là. Et on s'était aussi rendu compte que Sciences Po connaît mal, les étudiants de Sciences Po connaissent mal le sujet de la précarité énergétique, à notre grande surprise. Et le volet urbaniste, par le côté logement, l'entrée logement nous semblait intéressante. Donc, l'objectif, c'était une première observation expérimentale de la précarité énergétique étudiante, la recherche des spécificités. Il y a des choses comme tous les locataires du parc privé sur la partie parc privé, mais il y a des vraies spécificités. On en est convaincu. Et puis, l'objectif, c'était, à travers ces premières études, d'ouvrir un temps de parole autour du sujet avec les acteurs locaux, voire nationaux, et envisager des suites. S'il y a vraiment des spécificités, il faut peut-être qu'il y ait des dispositifs spécifiques. Donc ça, c'était l'idée de départ, et qui était commune avec aussi l'agence d'urbanisme de Grenoble. Et le pourquoi, Marie vous l'a dit, c'est un vrai angle mort de l'observation. On trouve très, très peu de documentation sur le sujet. Un des documents qui fait référence, c'est l'enquête promotion en défense des étudiants qui a été publiée en 2018 sur des travaux 2017, qui est pour nous un des seuls documents de référence. On vient de trouver cette étude européenne, mais qui ne traite pas du sujet de la France, là, qui vient de paraître en 2021. Mais franchement, c'est très difficile de trouver des travaux là-dessus, des travaux récents. Donc, voilà, on s'est dit, on se lance, au moins on va apprendre quelque chose. Et l'actualité aussi nous rattrape, hein, c'est un sujet d'actualité, la précarité énergétique des 18-34 ans. Donc, la plupart des étudiants sont dans cette tranche-là. Dans le baromètre Énergie Info de 2020, publié par le médiateur de l'énergie, des chiffres assez alarmants sont publiés. Ils ont entre plus 12 et plus 15 points par rapport à la moyenne sur tous les critères qui ont été nommés dans le baromètre, sur le domaine de la précarité énergétique. La précarité énergétique, la précarité étudiante, donc non énergétique, est aussi une réalité et qui est aggravée par la crise sanitaire. Il n'y a plus de petits boulots, ils font les études à distance, et donc ça c'est aussi quelque chose qu'on voudrait comprendre, et on imagine que le volet énergétique n'aide pas les choses. Donc les 2 études, qu'est-ce qu'on a fait exactement? La première étude avec Sciences Po, qui est une étude qualitative, la cible c'était territoire national, qu'est-ce qui se passe pour la précarité énergétique étudiante? Donc leur objectif c'était d'analyser des dispositifs nationaux. Ils ont fait 10 entretiens auprès des acteurs institutionnels et 7 entretiens d'étudiants en précarité énergétique. Donc des étudiants qui étaient sur Grenoble, Paris, Nice, Nantes et Lyon.
Côté urbanisme, c'était donc sur une cible beaucoup plus petite, donc c'était sur Grenoble, bon, qui est quand même une grande ville universitaire, 8e ville universitaire de France. Et l'idée, c'était beaucoup plus quantitatif. Donc, avec analyse des bases de données existantes, ils ont eu accès à la base d'adresse des étudiants de l'Université Grenoble-Alpes, création d'une enquête, d'un questionnaire, donc un questionnaire qui a été envoyé aux 50 000 étudiants de Grenoble, envoi et un début d'analyse. Vous imaginez que sur le temps de 6 mois, monter le questionnaire, obtenir tous les accords, faire l'envoi, sur le temps d'analyse, du coup, a été très court. Ils ont fait en plus 7 entretiens d'étudiants grenoblois, cette fois-ci en situation de précarité énergétique, 9 entretiens d'institutionnels pour comprendre le contexte pour eux, plutôt dans la région grenobloise et sur des volets logement et urbanisme. Et sur ce sujet, on a eu des partenaires clés, donc l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, qui sont des experts de l'observation sur le territoire pour orienter le sujet, et l'université Grenoble-Alpes, et notamment qui a été facilitatrice pour l'accès aux données et les autorisations pour une enquête de cette ampleur. Donc voilà, donc ça c'est le comment. Voilà quelques éléments de résultats. Alors, je suis obligée de vous donner que des éléments de résultats parce que, comme je vous l'ai dit, les analyses, elles ne sont pas complètement finies et pas complètement poussées. On voudrait les compléter et pas trahir et pas donner des faux résultats. Donc, mais on sent quand même des tendances. Nous, on a lu tous les rapports. Donc, le phénomène de la précarité énergétique étudiante est un phénomène massif. Les étudiants n'ont eu aucun mal à trouver parmi leurs collègues et leurs proches des étudiants en situation de précarité énergétique. C'était d'ailleurs un des étonnements des étudiants de Sciences Po qui ont réalisé qu'en fait, ils sont entourés d'étudiants en précarité énergétique, sauf qu'ils ne mettaient pas le mot dessus. Il n'y a pas vraiment de dispositif spécifique et en plus une méconnaissance de ceux qui pourraient les aider, notamment le dispositif de la CAF pour les locataires du parc privé, avec suspension des APL en cas de logement indécent, me semble-t-il. Donc voilà, un vrai non-recours. Les éléments de spécificité de la précarité énergétique étudiante qu'on voit déjà, c'est la volatilité. Un étudiant va rester 6 mois dans son logement et puis, ou 1 an. Et s'il y a un vrai problème de précarité énergétique, d'insalubrité, de toute façon, lui, la première solution, ça va être la fuite. Il va partir, il va changer. Un phénomène très particulier des étudiants, c'est qu'il y a beaucoup de colocations. Donc, on est plusieurs à vivre la situation. Et il y a pas mal de témoignages d'étudiants en colocation qui racontent leur vie par rapport à cet unique radiateur dans la pièce de vie ou un certain nombre de choses comme ça. Le phénomène touche principalement, en tout cas la précarité énergétique, le premier logement étudiant. En gros, un étudiant de Sciences Po disait la précarité, le sujet de l'énergie, c'est le vice caché de notre premier logement. C'est presque un parcours initiatique. Chaque premier logement, c'est juste une catastrophe énergétique. Voilà. Ce qui les caractérise, c'est vraiment le système D. Il faut des solutions courtes. Ils vont rester peu de temps dans leur logement. Il faut trouver une solution rapide. Des freins juridiques, notamment, ils n'ont pas tous accès au chèque énergie s'ils sont rattachés aux revenus, au foyer fiscal de leurs parents, la méconnaissance des dispositifs, j'ai déjà dit, et puis pour eux, comme je le disais aussi, la précarité énergétique n'est pas vécue comme une situation anormale. C'est presque, voilà, c'est normal finalement d'avoir un premier logement un peu pourri, et puis de toute façon, leur priorité, elle est dans leurs études, et donc voilà. Donc ça, ce sont des spécificités d'ailleurs qu'on retrouve dans l'enquête européenne que j'ai citée plus haut. On voit aussi une opportunité quand même de faire des choses quand même en lien avec l'université, la préoccupation de l'université sur le sujet, en lien avec la scolarité. Ce serait un canal de communication, par exemple d'utiliser la documentation en début d'année ou sur le logement, ou voilà, et puis les réseaux étudiants, les associations. Sur l'enquête quantitative, même si on ne peut pas publier les résultats tout de suite parce que, comme je vous ai dit, ça nécessite une analyse complémentaire. Je vous ai sorti quand même quelques chiffres qui me semblaient intéressants. Donc cette enquête, elle a été faite sur 2 mois, très courte, donc décembre 2020, janvier 2021, donc période d'hiver plus période de Covid.
Les étudiants ont réussi à récupérer 2104 réponses. Juste en comparaison, l'étude promotion et défense des étudiants avait récupéré entre 1000 et 1500 réponses en un an et sur tout le territoire. Nous, on a récupéré 2100 réponses sur un seul territoire en 2 mois. Donc, pour vous dire que cette enquête est tout à fait valable et a beaucoup de valeur. L'enquête européenne a récupéré 3000 réponses sur 3 ans. Donc, voilà, on est tout à fait… Et sur 7 pays. Donc, on a une densité de réponses sur Grenoble qui est d'une richesse importante et c'est pour ça qu'on veut vraiment travailler l'analyse a posteriori. Un fait à remarquer, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de filles qui ont répondu que de garçons. On ne sait pas encore pourquoi, mais voilà. On l'a noté et ça sera un des points d'analyse. Dans des résultats qui sont bruts de fonderie, mais qui sont intéressants, donc 78% ne connaissent pas le DPE de leur logement. 32% déclarent souffrir du froid souvent ou assez souvent et occasionnellement 27%. Donc, si j'additionne les occasionnellement, on va dépasser les 50%. Donc, à Grenoble, on a froid l'hiver dans son logement étudiant pour 50%. Voilà, 50% si on veut être pessimiste et 32% si on veut être optimiste. Néanmoins, c'est de gros chiffres. Quand on pose la question pour ces personnes qui souffrent du froid, quel est l'impact principal? On leur avait fait classer des impacts. En 1, c'est le parcours scolaire. En 2, c'est la santé. Voilà, bon, chiffre à commenter et à creuser. Un autre point, je ne peux pas vous donner des choses sur leurs revenus, leur TEE notamment, puisque les résultats qu'on a, ils sont assez inconfortables avec cette notion et les revenus ne sont pas cohérents dans les questions croisées. Il est difficile en fait pour un étudiant de déclarer son revenu parce que les revenus sont fluctuants. Donc voilà, il est beaucoup plus facile pour lui de déclarer son reste à vivre, ce qui pourrait peut-être être une piste pour un indicateur pertinent sur la précarité énergétique étudiant. Voilà quelques éléments de réponse, juste pour vous dire, on a de la matière brute très intéressante et nous, on envisage une suite, bien entendu. Poursuivre l'analyse des données quanti sur leur fiabilité, notamment, il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe sur ce thème des revenus où on ne peut pas sortir des chiffres bruts comme ça. On a eu des TE supérieurs à 100%, donc il y a des problèmes, il y a des choses qui ne vont pas. Et on a besoin aussi, ce serait très, très intéressant de comparer avec l'enquête européenne. L'idée aussi de reproduire l'enquête à une autre saison. Le phénomène du chaud sur Grenoble, notamment, nous, doit être probablement important aussi à regarder. Voilà, donc une poursuite d'études avec toujours la URG, notre partenaire professionnel de l'observation et l'UGA pour poursuivre cette étude, poursuivre aussi l'analyse des verbatims. On a 14 témoignages d'étudiants en précarité énergétique et on aimerait bien voilà, sortir une analyse ou au moins les rendre publics. Voilà. Et donc, nous, à la chaire, on s'est voté de produire une synthèse de ces 2 études pour la fin de l'année, typiquement avec comme objectif de date la journée précarité énergétique nationale de la Fondation Abbé Pierre, qui nous donne un objectif de timing et de rendu pour le 10 novembre. Voilà. Béatrice, je me permets de te couper, donc il vous reste 5 minutes. Voilà, donc j'avais noté cette étude européenne, bon élément de comparaison, je passe. Le bénéfice de travailler avec les étudiants, on va tout de suite aller dessus. Pourquoi est-ce qu'on travaille avec les étudiants? C'est une énorme force de frappe de 3 millions de personnes en France, sur tout le territoire. Et comment dire, voilà, la précarité énergétique est une question locale. Les étudiants sont déployés très localement sur le territoire, donc je pense que c'est une des vraies forces. Et ils sont charnières entre tous ces sujets et on va tout de suite y aller. Je voudrais, voilà, petite sensibilisation, ça. Je passe et je vais tout de suite aller sur les bénéfices. Donc, les bénéfices assez naturels de faire travailler des étudiants, c'est que on va pouvoir mettre en lumière des sujets peu explorés, comme la précarité énergétique étudiante, avoir des premiers états de l'art et des préétudes recherche. Et Aude va vous dire tous les autres avantages que l'on a et je te passe la parole. Merci Béatrice. Donc rapidement, souvent les travaux étudiants, ils ouvrent des espaces d'expression pour les acteurs. C'est souvent le cas à travers les soutenances qui sont l'occasion de débat. Aude, excuse-moi, est-ce que tu peux brancher ta caméra? Bien sûr, oui. Merci. Me voilà. Et c'est aussi, leurs interviews, c'est
c'est aussi l'occasion d'amener leurs interlocuteurs à prendre un temps d'échange, un temps de témoignage, de mise en mots sur un angle d'attaque particulier de leur pratique professionnelle. Et c'est des temps qu'on ne s'accorde pas peut-être très naturellement quand on a la tête dans le guidon, mais qui peuvent faire du bien aux acteurs locaux. Par ailleurs, les projets étudiants, ils peuvent déboucher sur des créations d'outils qui sont directement utiles pour les terrains. Ça a été le cas, par exemple, du livre pour enfants et du conformètre évoqué par Béatrice précédemment, qui ont été vraiment co-construits par les étudiants avec des acteurs comme le CCAS de Grenoble, les habitants et l'équipe du collectif des possibles de Roubaix, typiquement, qu'on remercie au passage. Et ensuite, les travaux étudiants, ils permettent des mises en relation d'acteurs autour d'un thème avant, pendant et après. Pour citer un exemple, on a une journée qui est prévue en juin de sensibilisation et d'échange sur la précarité énergétique avec des étudiants internes en médecine générale, dans laquelle interviendront des acteurs locaux, d'une part du champ de la précarité énergétique avec une intervention d'Ulysse Énergie pour le SLIM de Grenoble, mais aussi du champ de la santé avec la CMU du CHU de Grenoble et puis l'IREPS, qui est une structure d'éducation et de promotion de la santé. Et parallèle des deux champs au niveau des acteurs à périmètre national avec une intervention du rappel de Marie-Claire, merci elle, et puis du président de la Fédération nationale de des observatoires régionaux de la santé. Donc en fait, cette entrée étudiant en médecine, c'est l'occasion, presque un prétexte en fait, pour cristalliser une rencontre, une discussion transsectorielle. Et parfois, en fait, les mises en relation, ça débouche sur des mises en mouvement d'acteurs. Donc, on a un exemple tout frais là, avec une communauté énergétique citoyenne qui a coporté un sujet avec un bailleur social dans le cadre d'un défi créatif étudiant accompagné par Hope. Et ça a été une façon pour ces deux acteurs locaux de mettre le pied à l'étrier sur des questions d'inclusion de la communauté énergétique citoyenne et d'accélérer la construction de leur partenariat. Donc, il y a des suites qui se mettent en branle là à travers un projet sur une résidence du bailleur. Voilà, merci beaucoup Aude. On va vite conclure. Donc aussi, les étudiants, ils permettent d'avoir des idées innovantes, très décalées et qui sont en lien avec le monde qu'ils souhaitent construire. Et comme c'est leur génération qui va être aux manettes très très vite, c'est très très bien d'avoir une vision de leurs rêves. Et enfin, travailler avec les étudiants. Vous a cité 2 verbatims de collectivités ou de partenaires qui travaillent avec nous et le CCAS de Grenoble qui disait merci aux étudiants, c'est rafraîchissant et ça fait du bien de travailler avec vous. Et la ville de Saint-Martin-d'Hères qui était heureuse de sortir du champ de travail en travaillant avec les étudiants. Donc ce volet émotionnel, il est aussi, prenons-le, c'est agréable de travailler avec des étudiants et ça fait prendre l'air. Et je finis, et maintenant ça va être les questions. Donc, le réseau Rappel J peut nous aider. Pour les étudiants en précarité énergétique, plus on rappelle les droits des locataires du parc privé dans les universités, plus on pourra faire des choses. Aider sur les campus, comment choisir son logement étudiant est un vrai sujet. Il y a plein de documentation qui existent, mais elles n'arrivent pas forcément jusqu'aux bons étudiants. Et puis, relayer l'information sur les actions de l'atelier 21 qui fait des choses extrêmement pragmatiques et notamment avec sa plateforme Discord pour les étudiants en précarité énergétique qui est sortie et voilà, je vous ai donné les coordonnées. Et puis pour nous, pour la mobilisation étudiante contre la précarité énergétique, n'hésitez pas à nous confier vos offres de stage que l'on relaiera sur Hope étudiants où vous aurez des étudiants super motivés sur le sujet. Et puis proposer des sujets aux universités. Si vous ne savez pas comment, venez nous voir, c'est pas si compliqué que ça. Et si vous travaillez déjà avec des universités, transmettez-nous les contacts pour qu'on les inclue dans le réseau, qu'on les invite au Café Hope et puis qu'on construise de nouveaux projets étudiants. On vous remercie, on a été tenu à peu près le timing et on attend vos questions. Merci beaucoup à toutes les deux. Comme pour l'instant, il n'y a pas énormément de questions, on va proposer d'ouvrir les micros aux participantes et participants pour qu'elles puissent vous les poser en direct. Comme ça sera plus dynamique. Et donc, je vais commencer par donner la parole à Marianne Barré d'Énergie Solidaire qui avait donc une question. Oui, bonjour et merci beaucoup pour la présentation. Moi, je me demandais en fait quand vous soutenez du coup ces projets étudiants, est-ce que votre travail c'est l'accompagnement de ces projets? Est-ce qu'il y a aussi une partie financement?
Et ça m'amène aussi à une deuxième question, c'est comment vous êtes financé? Voilà, merci. Aude, tu réponds ou c'est moi? Merci Marianne pour les deux questions. Je peux donner des premiers éléments de réponse. C'est surtout de l'accompagnement, en tout cas dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et parfois, l'accompagnement, il débouche sur un accès à des petits financements. Donc, ça a été le cas à travers des prix qu'ont eu les étudiants là, du livre à travers un concours Enactus. Mais on peut aussi contribuer. Donc là, on va contribuer à l'impression de livres. Voilà. Je ne sais pas si Béatrice, tu veux… Ouais. Alors moi, aussi ce que je voulais répondre, en fait, tous ces travaux sont en fait gratuits, c'est-à-dire que nous, les universités ne nous demandent pas de contribution financière, sauf un qui était une commande. C'est-à-dire que c'était aussi le volet financier. Voilà, on confie des projets aux étudiants, ce n'est pas payant, sauf que il y a juste l'étude avec l'Institut d'urbanisme de Grenoble qui était une vraie commande, où là, ça nous a coûté quelques milliers d'euros. Donc voilà. Et nous, comment on est financé? La chaire Hope, elle est financée par 13 mécènes. Donc c'est en fait c'est du temps que nous, à la chaire Hope, on a dédié, on dédie à ce sujet étudiant, sachant que voilà, les commandes des universités ne sont, pour la plupart du temps, pas payantes. Et puis, à ce que disait Aude, après, sur les projets étudiants, on arrive à trouver des financements via des appels à projets, en fait. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement sur le volet financier. Oui, merci beaucoup. Eh bien, merci. Je vais laisser la parole à Jean-Marc Marichet de Inari, qui avait également un témoignage à apporter et puis une question. Oui, bonjour à tous. Effectivement, j'avais signalé, et c'est bien qu'à la fin, ce soit rappelé que j'avais eu une intervention dans le cadre d'un cycle de conférences à l'Université de Lille. Donc, je peux transmettre les coordonnées, effectivement, si vous ne connaissiez pas les professeurs contacts. Mais bon, c'est un cycle de conférences, malheureusement, qui n'a pas pu se faire en direct, donc je n'ai pas vu d'étudiants. C'est par contre diffusé sur une web TV, donc j'ai mis le lien. Par contre, j'avais une question par rapport aux enquêtes. Alors, je n'ai peut-être pas tout suivi en détail. J'étais un peu perturbé à un moment donné par un appel à côté. C'était de savoir si vous aviez des précisions sur le type d'habitat qui est concerné dans ceux qui ont répondu. Enfin, s'il y avait des questions en tout cas plus précises sur l'habitat, sur le moyen de chauffage et des éléments un peu plus techniques en fait. Oui. Il y a des éléments. Je peux même, pour étayer, je vais repartager mon écran et je vais vous montrer les grands thèmes du questionnaire. Comme ça, vous voyez à peu près. Et normalement, voilà, attendez, je vais une quarantaine de questions pour info, donc c'est assez précis. Je vais repartager mon écran et je pense que je l'avais prévu dans les annexes. Voilà, le questionnaire de l'IUGA, là, c'était, donc il y avait 14 questions sur la situation de logement pendant l'année universitaire. Effectivement, il y a les types de chauffage, il y a la date du logement, il y a le quartier, il y a le type de logement, appartement, colocation, maison, plein de choses. Il y a 8 questions sur la situation énergétique, il y a 8 questions sur l'assentiment de confort thermique. Il y a 4 questions en lien avec la santé et 6 questions sur le profil. Voilà. D'accord. Effectivement, parce qu'il doit y avoir des nuances quand même assez importantes par rapport au type de logement. En plus, sur un propriétaire privé, une résidence. Tout à fait. Il doit y avoir des nuances assez importantes, je pense. Exactement, et c'est pour ça que là, nous, on vient d'avoir le rapport des étudiants, leur première soutenance, mais on est conscient qu'à travers toutes ces questions, on avait beaucoup travaillé le questionnaire avec eux. Il y a une plus grosse richesse que ce qui a été publié dans le rapport, et c'est là qu'on veut aller creuser. Voilà. Okay. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais moi, j'en avais éventuellement une. On est passé assez rapidement justement sur les résultats de l'enquête européenne dont tu as parlé, Béatrice. Je me demandais si tu avais envie peut-être de revenir dessus. Ah oui, je veux bien vous commenter ça. J'y retourne tout de suite parce que j'ai trouvé elle est vraiment très intéressante. Quand j'ai assisté au webinaire, je me suis dit, mais là, il y a un truc.
Donc, et elle va vraiment nous servir d'élément de comparaison avec tout ce qu'on fait. Et typiquement, les 2000 réponses qu'on a eues côté Grenoble, on va pouvoir vraiment comparer sur exactement les mêmes thèmes parce qu'on a quasiment les mêmes questions. Donc, eux, c'est une étude qui a été faite auprès de 3500 étudiants sur 3 ans entre 2017 et 2020. Donc, en plus, ils ont fait un petit volet qualitatif avec des focus group, avec 51 étudiants et 29 bailleurs. Et donc, eux, ça portait sur des pays un peu différents de nous. Mais bon, il faut regarder combien ils ont de réponses sur Royaume-Uni et Irlande, où on peut peut-être plus se comparer. Mais ils ont Bulgarie, Chypre, Grèce, Irlande, Lituanie, Roumanie et Royaume-Uni. Et là, je vous ai repris les 7 thèmes qui ont été développés dans le webinaire auquel j'ai assisté et qui est toujours en ligne. Et si vous cliquez sur, je vous ai donné les références, si ça vous intéresse, franchement, allez regarder tout ça. Et donc, je vous ai traduit en français leurs résultats. Donc, une grande partie des étudiants ont une faible conscience du sujet de la maîtrise de l'énergie. Donc, c'est un des constats des chercheurs. Une bonne partie des étudiants font des efforts pour avoir un coût d'énergie faible. Une bonne partie des étudiants habitent des logements détériorés. Alors, derrière une bonne partie, vous avez des chiffres dans les slides, dans l'étude. L'incitation financière est le meilleur levier pour favoriser les actions des bailleurs en termes de rénovation. En gros, la carotte, c'est l'argent. On suspend des subventions ou on donne des subventions. On va réussir à faire des choses au niveau des bailleurs privés. Donc, j'ai mis bailleurs, mais c'était plutôt bailleurs privés. Impact sur le bien-être des étudiants aussi. Dans leur questionnaire, il y a des choses là-dessus, sur santé, vie sociale, augmente le temps en dehors de leur logement. Typiquement, voilà, les étudiants déclarent augmenter le temps en dehors de leur logement. Ils ont noté, il y a un gros chapitre sur la différence selon le genre. C'est pour ça que j'insiste un peu sur la nôtre, où déjà rien qu'en termes de nombre de réponses, on a vu une différence. Et eux, ils notent des vraies différences en fait scientifiquement prouvées par rapport au type de logement. Par rapport à la capacité d'adaptation, plus grande capacité de certains genres de s'adapter, aussi sur la mise en mouvement, ceux qui font des actions et qui se tournent qui font des économies d'énergie plus facilement que les autres. Sur la perception au froid, il y a de la différence aussi selon le genre, sur la santé. Donc, je vous invite à aller regarder les chiffres, et puis pays par pays, tout est détaillé. Et puis, ce qui est très intéressant, donc c'est un peu la spécificité étudiante qui est sortie de cette étude, c'est qu'ils sont particulièrement vulnérables sur le fait qu'ils sont inexpérimentés sur l'usage de l'énergie. La colocation, comme nous, on l'avait aussi déjà commencé à le pressentir. Le marché du logement étudiant qui est en tension, et ça, en France aussi, c'est dans les grandes villes universitaires, c'est souvent le cas. Donc, les critères de choix, ça ne va pas être l'énergie. En plus, c'est peu éclairé au niveau de l'information. Donc, les critères de choix, ça va être la proximité et le loyer, et ils ne vont pas regarder les charges supplémentaires, et si on ne s'y pose pas la question, ils peuvent se faire avoir sur la partie charge. Et ce qui conclut, et ce que nous, on a perçu aussi à travers des études, la précarité énergétique étudiante est quelque chose de difficile à mesurer. Et en tout cas, les indicateurs classiques ne permettent pas de les mettre en évidence. Et nous, même en France, ils ne sont même pas mesurés. Il y a une catégorie jeune, mais il n'y a pas une catégorie étudiante. Donc évidemment, si on ne mesure pas, on n'est pas prêt de faire des choses spécifiques. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller cliquer sur mes petites références qui vont. Donc là, c'est le webinaire qui est assez facile à lire et qui donne les résultats. Et à la fin, vous verrez qu'il y a 2 articles scientifiques qui sont publics et qui font, eux, une centaine de pages, et qui, pour les plus motivés, je vous invite à lire cette étude toute récente et qui est vraiment super riche. Voilà. Merci pour la question, Claire. Comme ça, j'ai pu rattraper la slide que je n'ai pas commentée. Effectivement, ça donne envie d'aller se renseigner sur cette étude européenne. Ouais. Marie, je crois que tu avais, toi, il y avait Kéra Miloud qui avait. Puis Suzanne de Chevigny qui ont levé la main pour poser une question, j'imagine. Ou alors pour voir ce que ça faisait si on appuyait sur ce bouton. C'est possible aussi. Bonjour. Est-ce que je pourrais intervenir? Je suis Kéra Miloud. Oui, tout à fait. Voilà, moi je suis à Marseille, pas très loin de l'école centrale. Et je voulais savoir si vous aviez aussi fait un focus sur notre période particulière. Parce qu'en fait, nous étudiants, on avait remarqué une chose quand même qui était à pointer, c'était la précarité tout simplement.
Et moi, j'ai senti quand même que les cinq étudiants étaient quand même assez meurtris par la précarité tout court. Mhm. Alors, Voilà. quelle est la question? Est-ce que vous avez fait un focus par rapport à cette période qui a accentué aussi la précarité énergétique? Aude, tu veux répondre? Parce que c'est vraiment une période particulière, quoi. Ah bah oui, c'est une période particulière, ah oui, ça c'est clair. Donc, On n'avait pas vraiment fait de focus, mais de mémoire, il y avait quand même un peu une question autour du Covid dans le questionnaire. Mais je dirais qu'on n'a pas vraiment creusé ce sujet-là, quoi. alors, j'en profite pour vous remercier, Madame Miloud, parce que là, j'ai mis à l'écran, vous avez gentiment répondu à l'appel d'étudiants de Centrale Marseille qui répondent à un sujet qu'on leur a donné. Et en fait, il y a 8 équipes qui travaillent et il y en a une équipe qui est venue vous voir. J'espère qu'ils vont avancer et voilà. Et le fait que vous soyez en relation avec eux leur donne une réalité du terrain qui me semble particulièrement intéressante. Et on insiste beaucoup auprès des étudiants pour qu'ils aillent rencontrer des acteurs locaux et ils ont un peu peur au début. Mais là, une fois qu'ils y sont, normalement, ils sont contents. Donc déjà, on vous remercie. On vous remercie de les accueillir et je crois que maintenant, je dirais, leur projet commence vraiment maintenant qu'ils ont un vrai contact avec vous. Et voilà. Bon, moi ce n'est pas très difficile parce que j'avais travaillé dans le cadre du projet européen Achieve, donc en 2012-2014, et on avait accompagné 1000 ménages marseillais. Donc, mais c'est vrai que bon, je les ai sentis très, très timides, mais une fois qu'on les avait bien orientés et accompagnés, surtout pour les acteurs locaux, alors le plus difficile, ça a été ça, quoi. Voilà, donc le contact local. Mais bon, les collèges ont m'y répondu, les centres sociaux, les CCAS. Et voilà. Mais par contre, je les ai sentis un peu isolés. Ouais, Oui. un peu isolés. Et mais les 5, ils ont trouvé quand même d'autres leviers, entre autres de faire une colocation en ville plutôt que d'être à côté de l'école, parce que c'est très isolé, quoi. Et comme en premier lieu, il y en avait certains qui souffraient ne serait-ce que pour trouver à manger, quoi. Voilà. Donc, voilà, on les a mis en relation avec le campus de Lumini, là. Très bien. Oui, comme ça, ouais. C'est très, très bien. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être passer la parole. Il y avait une autre question de Suzanne de Chevigné, qui est notamment au réseau national des compagnons bâtisseurs. Voilà, ça y est, j'ai le micro. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé parce que c'est vraiment un travail, moi je trouve hyper important et hyper utile. Et j'étais un peu interrogative devant le fait que finalement, ça a l'air très difficile à financer. En tout cas, j'ai l'impression que les universités, alors que vous leur donnez un coup de main dans la préparation de leur curriculum et tout, elles ne participent pas beaucoup. Et je me demandais, est-ce que par hasard, du côté du ministère, mais alors ça peut être de l'éducation, mais ça pourrait être de la transition écologique, etc., il n'y aurait pas des appuis parce que je trouve qu'ils sont, comment on dit, les passagers qui sont pas vraiment clandestins, mais un petit peu gratuits quand même. Oui, mais en tout cas, merci, hein, c'était vraiment super. Oui. On peut revenir sur la question du financement qui était la première question. En fait, quelque part aujourd'hui, c'est un petit peu gratuit. Notre accompagnement, il est quasiment gratuit puisque moi, je suis en mécénat de compétences donc pour la fondation Grenoble-INP et donc je ne coûte rien, quoi. Tout ça, c'est du mécénat en fait. Et la question, c'est comment pérenniser tout ça finalement, puisque voilà, c'est l'accompagnement qui coûte cher. Après, finalement, les choses se font. Voilà. Et voilà, c'est du temps. Ouais. Et j'insiste, moi, ça me paraît hyper important que ça puisse continuer, quoi. C'est vraiment, je veux dire, ça ouvre plein de pistes, plein de gens qui vont garder la question en tête.
Et en plus, ça apporte des résultats super intéressants. Je veux dire, c'est une force de recherche, de travail. C'est vraiment précieux, quoi. Et oui. Merci. Ben, on cherche. Merci. Merci Suzanne. Il y a Jean-Marc Mariché qui avait à nouveau une question, donc on lui redonne la parole. Oui, en fait, c'est en regardant en détail la diapo qui est affichée là que je m'aperçois qu'en fait, on a beaucoup de masters plutôt urbanisme ou technique, enfin, ou des formations techniques, mais on n'a pas beaucoup dans le domaine du social, alors que c'est quand même des métiers très sollicités pour accompagner les ménages dans la précarité énergétique. Oui, oui, ça c'est très vrai, hein. Et je mets, là, en fait, là j'ai mis les 2 semestres séparés, hein. Mais oui, naturellement, en plus, ce sont beaucoup les écoles d'ingénieurs qui sont venues vers nous et qui répondent très vite. Et les métiers du social, pas trop. C'est pour ça qu'on est très content là d'avoir notre journée aussi. Alors c'est pas aussi la santé, on est allé la chercher avec les internats en médecine et on monte quelque chose en juin prochain. Mais là, pour l'instant, on travaille avec les gens qui sont venus nous voir, mais il y aura un vrai travail prospectif d'aller à la rencontre de formations pour qui ce sujet doit être dans les cursus absolument. Voilà. Donc là, on a fait que 2 années universitaires. La première, c'était vraiment un petit peu un pilote, un test, et puis on a été surpris par à la fois l'enthousiasme des étudiants et des enseignants. La deuxième, on est allé un peu plus chercher. Alors nous, sur Grenoble, aussi par exemple, on est allé chercher Sciences Po, qui nous semblait, c'était pas normal qu'on les ait pas dans notre radar, mais on a encore plein d'autres filières à aller aborder. Mais moi, voilà, on y va, on fait un petit travail de fourmi, hein, on y va. Je vais rencontrer les enseignants de manière prospective et j'essaie de trouver des contacts. Et puis de contact en contact, on y arrive. Mais on est convaincu qu'on n'a pas fait notre tour de France et qu'on l'a pas fini et que tout ça, c'est pas du tout la vision exhaustive de ce qui se fait et de ce qui devrait se faire. Et je pense que dans les formations en économie sociale et familiale, par exemple, où il y a un diplôme d'État qui est très sollicité après, il y a tout un réseau de formation là-dessus. Oui, tout à fait. Ouais, le travail n'est pas fini, c'est vraiment un début là. On sent qu'il y a un potentiel énorme et qu'on pourrait faire beaucoup plus. Oui. Okay. Du coup, justement, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, notamment dans le webinaire, qui étaient intéressées pour rentrer en contact avec vous et pour entamer éventuellement des partenariats. Il y a notamment Dorothée Kimmel qui dit que elle travaille à Strasbourg et qu'elle aimerait bien entamer un travail avec des étudiants sur la ville et donc qui contacter. Du coup, voilà, on vous propose de vous mettre en contact voilà, pour essayer de voir comment vous pouvez développer les partenariats sur ces territoires. Et il y avait aussi en amont du webinaire des personnes qui avaient demandé à pouvoir vous contacter. Donc, bien sûr. On vous donnera leur mail. On demandait si vous pouvez citer les 13 mécènes. Et ensuite, je vais laisser la parole à Marie pour conclure. Ok. Alors, pour ne pas les oublier, je vais aller reprendre un document sur tous mes mécènes. Je peux prendre la main. Oui, vas-y, Aude. Donc, il y a la métropole de Grenoble, l'agglomération de Roanne pour les collectivités, il y a la Fondation Schneider Electric, la Fondation Rexel, Solenergie, la Banque des Territoires, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, InnoEnergie, EDF, un pôle de compétitivité Rhône-Alpes qui s'appelle Tenerdis, l'UDIMEC, le LITEN qui est un service du CEA, et GEG qui est Gaz Électricité de Grenoble. Merci beaucoup. Bravo, merci. Il y avait une dernière main levée, alors vu qu'il n'est pas encore midi, peut-être que je peux donner la parole à Magali Négrel si jamais une courte question ou un court commentaire, voilà, pour qu'on finisse dans les temps, mais c'est dommage de ne pas prendre une question. Normalement, votre micro est activé. Activé. Oui, non, c'était bonjour à tous. Magali Négrel, je travaillais au CCAS de la ville de Lille et je voulais vous remercier pour vos interventions. Aussi, j'étais en train de le mettre dans le chat, intéressé aussi pour nouer des partenariats au local, puisque avec le nouvel exécutif au CCAS de la ville de Lille, on lance des groupes de travail
notamment sur la jeune et étudiant, voilà, dans les mois qui viennent. Et la question de la précarité énergétique, en tant que CCAS, elle nous intéresse au plus haut chef. Et je rebondis aussi sur, en effet, la question des centres de formation et les IRTS, des travailleurs sociaux. Ça peut être aussi des sources d'étudiants à mobiliser et pour aussi essaimer. Et puis, les CCAS et les centres sociaux, en effet, sont des acteurs locaux pour lesquels vous pouvez faire des relais et que tout se chaîne et se mette en relation. Voilà, c'était essentiellement ça que je voulais dire. Donc, pas particulièrement de questions, mais voilà, pour vous remercier sur le travail, la mise en lien et puis, voilà, on va pouvoir cheminer et se servir de vos travaux dans le cadre des groupes de travail là qu'on va lancer prochainement, notamment sur les jeunes et les étudiants. Super. Merci pour ces félicitations, ces commentaires. Effectivement, c'est vrai que c'était un webinaire très riche. On voit bien le foisonnement d'idées et de pistes d'action qu'il peut y avoir à partir d'un démarrage de travail avec les étudiants. Et c'est particulièrement vrai et d'actualité parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, discuté à l'Assemblée nationale, le projet de loi climat et résilience, dans lequel a été adopté lundi plusieurs articles et amendements qui intéressent directement le sujet des étudiants et plus largement des locataires, à savoir que le décret qui encadre la décence des logements va être modifié. Et donc, à l'horizon 2025, les logements qui sont classés F du diagnostic de performance énergétique ne seront plus décents. 2028, ceux qui sont classés E et G en 2025 et F en 2028. Et on peut se dire comme ça que bon, les étudiants, ils n'iront jamais saisir leur bailleur pour une action en justice en raison d'une non-décence. Mais en fait, il y a un amendement qui a été adopté aussi qui va demander la transmission des diagnostics de performance énergétique directement aux organismes CAF et MSA en vue de la conservation des allocations de logement. Et donc là, ça pourra sans aucun doute intéresser les étudiants. Et donc, ça une raison de plus, je pense, pour démarrer des travaux avec eux, parce qu'il va falloir beaucoup de sensibilisation et de médiation dans les années à venir, y compris en direction des étudiants, si jamais ces dispositions sont définitivement adoptées et mises en place au calendrier annoncé. Et c'est une bonne nouvelle, en tout cas. Voilà, donc je vous annonce ça. Et la tenue d'un prochain webinaire le 21 mai, qui consistera en la présentation de l'outil de cartographie qui est développé par l'Observatoire national de la précarité énergétique et l'ADEME, qui s'appelle Géodip. Et donc, il y aura une présentation de cet outil cartographique qui sera faite par l'ADEME. Voilà, l'outil, normalement, sera mis à disposition gratuitement pour les collectivités territoriales qui veulent un petit peu analyser le phénomène visuellement sur leur territoire et mettre en place des actions. Je vous remercie et vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à bientôt. Voilà. Merci Marie. Oui, et merci un grand merci particulier à nos deux intervenantes. Effectivement, c'était passionnant. Au revoir, bonne journée à tous.